Pascal m'a demandé de vous traiter quelques actualités avancées, progrès, si on peut dire, en chirurgie cardiaque pédiatrique. Comme vous le savez, malheureusement, ils sont pas chez nous, hein, les progrès. Ils sont chez nos amis de la cardiologie interventionnelle. Enfin, on essaye quand même de faire quelques petits pas à notre niveau. On parlera un peu du remplacement valvulaire mitral chirurgical par prothèse biologique sur stent, en gros, Mélodie. À mon avis, une voie qui est intéressante, qui sont les conduits dilatables. Ça peut nous rendre service un jour, sans que ça soit techniquement insurmontable. Je vous dirai un petit mot de conservation valvulaire pulmonaire, et puis on parlera pour ouvrir à la fin des substituts valvulaires, de ce qu'on a pu avancer ou pas. Donc, pour commencer, quelques mots de remplacement mitral chez le tout petit enfant par des prothèses sur stent, type Mélodie, avec, vous le savez, 2 cas publiés en 2012. Un pour une sténose mitrale, l'autre pour une régurgitation sévère, qui ont permis de passer un cap chez ces enfants, et depuis la diffusion de la technique, alors dans la plupart des centres, oh zut, ça faut que je prenne. Excusez-moi. À quelle heure? Ouais. Moi, oui, pour moi, oui. Après, je sais pas. Ok. Donc, ça nécessite quelques adaptations techniques. Bien évidemment, ça n'a pas été prévu pour. Il faut préparer la prothèse. En général, ça consiste, je vais le faire avec la flèche, comme ça les experts pour voir, en plusieurs techniques qui consistent à la raccourcir. Pourquoi? Essentiellement pour éviter l'obstacle dans la chambre de chasse du ventricule gauche sous-aortique. C'est ça qui est l'écueil, parce que c'est relativement long. Et quand on s'adresse à des nourrissons, voilà, il y a assez peu d'espace pour recevoir. Donc, un peu dans tous les cas, il y a des techniques de plicature des extrémités du stent pour ne garder vraiment que la partie valvée. L'alternative peut être de fendre un petit peu en V la région qui va se retrouver immédiatement sous la valve aortique pour pas faire d'obstacle à ce niveau-là. De très souvent implanter la valve à l'aide d'une collerette de péricarde qui est rapportée sur le stent pour pouvoir la fixer à l'anneau mitral. L'expansion calibrée est du coup recommandée par la plupart des gens avec un ballon, et souvent vous verrez que dans les premiers expériences de ces enfants, on a souvent une taille de l'ordre de 14-15 mm au mieux, ce qui correspond vraiment au diamètre minimaux des prothèses mécaniques, sachant qu'il y a aussi un certain encombrement par la collerette de ces prothèses mécaniques, hein, et ça existe en 15, une méca, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au courant. Dans la plupart des cas, on s'attachera aussi à laisser un petit shunt atrial de façon à permettre l'accès aux dilatations itératives potentielles de ces prothèses. Alors, la première série qui est sortie, c'était donc les cas colligés de 17 centres d'Amérique du Nord et d'Europe. Donc, c'était en fin 2018, avec des éléments intéressants, hein. On se rend compte effectivement que ils ont été pris en charge vraiment à l'âge de nourrisson, hein. C'est un peu plus de 8 mois et 6,5 kg. Que il y avait là encore un petit peu de tout, pardon, des sténoses mitrales, mais aussi beaucoup de fuites, et que surtout beaucoup avaient déjà été opérés. C'était pas une intervention qui venait en première ligne, mais au contraire en sauvetage dans la plupart des cas, devant des lésions qu'on ne considérait plus pouvoir traiter par une chirurgie de réparation. Dans cette série avaient été mélangées quelques valves tricuspides, hein, comme vous voyez. Dans tous les cas, quasiment 93%, les mélodies avaient été modifiées à l'aide des artifices que je vous ai présentés juste avant, que ce soit une incision à V-shape ou l'applicature des extrémités. La jupette pour accrocher la prothèse, c'était aussi 2 tiers des cas. Voilà les éléments intéressants. Pour ce qui était des résultats, ce qu'on voit, c'est que le gradient initial est plutôt bas, hein, de l'ordre de 4 mm de mercure en moyenne.
avec pas de fuite non plus, hein, ça marche bien au début. La mortalité hospitalière, elle est importante, hein, mais c'est voilà, reprise de valve mitrale avant 1 an, déjà les choses partent mal, hein. On est déjà dans des pathologies complexes de CAV, mauvaise forme ou de obstacle du cœur gauche, qui sont quand même des cardiopathies qui peuvent malheureusement, quand ça commence comme ça avec plusieurs interventions dans la période néonatal ou petit nourrisson, évoluer malheureusement défavorablement, donc une mortalité de l'ordre de 20% sur cette première série de cas colligés, 3 transplantations et puis des cathétérismes itératifs. Ce qui fait que au total, on va y revenir hein, sur les cathétérismes, vous voyez qu'il y a eu 40 procédures avec une seule reprise par cathétérisme dans un tiers des cas et au moins 2 dans près d'un quart des cas. Avec pour résultante que quand même ces enfants, à près de 78% en tout cas, survivaient pendant les 1000 premiers jours, pas loin de 3 ans, avec, si on s'intéresse à la survie, à l'absence de transplantation ou de remplacement valvulaire, des patients qui passaient au travers de tout ça pour la moitié d'entre eux à 3 ans, ce qui est quand même intéressant quand on sait aussi les résultats malheureusement des alternatives de réparation ou de remplacement mécanique. Et si on s'intéresse aux reprises par cathétérisme, on voit qu'en général, elles étaient menées, comme on l'a dit, ça fut assez peu, mais ça sténose. Elles étaient menées essentiellement, il y a quelques fuites, hein, mais pour des gradients d'installation progressive sur ces mélodies, avec des résultats qui étaient donc nets sur la baisse des gradients, avec retour à des valeurs, on va dire quasiment, enfin acceptables en tout cas, si ce n'est physiologique. Et puis au prix de peu de fuites finalement, donc c'est une procédure qui, la redilatation, dès les premiers cas, a été envisagée et utilisée. Amenant les auteurs du papier à conclure qu'effectivement, il y avait un intérêt qui était de pouvoir les accompagner par la dilatation au cathétérisme, de se passer des anticoagulants chez ces tout petits, et que pour ces premiers cas qui étaient dans la plupart des cas des implantations de sauvetage, on ne pouvait qu'espérer mieux d'implantations un peu plus programmées. Par la suite, évidemment, d'autres substituts arrivent. Il y a eu des essais avec la biopulmonique, hein, qui déjà en implantation chirurgicale n'est pas forcément le meilleur substitut, peut-être meilleur avec la Sapien. Bien sûr, tous les matériels vont probablement y passer. Et puis, tout récemment, là, il y a eu la série publiée par Toronto. Donc, c'est une série qui, quand même, reste raisonnable, avec 12 malades sur 6 ans, sachant que 10 d'entre eux avaient moins d'1 an. Le résultat, c'est quoi ? Déjà, on voit effectivement que c'est toujours des nourrissons. On est autour de 160 jours de vie, près de 6 mois, avec un poids de 5 à 6 kilos pour la branche mécanique ou la branche mélodie. Ce qui est intéressant, c'est que de voir que là, vraiment, ils avaient déjà donné, hein, on a un total de 34 interventions pour 12 malades à 6 mois. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est vraiment quand même, entre guillemets, en dernière intention qu'a été proposée cette technique quand même probablement dans la plupart des cas. Et qu'après, il y a assez peu de différence entre les deux groupes qui ont été traités en mécanique ou en mélodie, si ce n'est peut-être la durée de ventilation mécanique qui est plus faible dans le groupe mélodie. Pour le reste, le séjour hospitalier ou les choses, c'est pas très différent. Alors, quelle différence entre ces deux groupes, mécanique et mélodie ? Sur l'ensemble de la série, ça sort pas statistiquement, mais il y a quand même une tendance déjà avec moins de transplantations. On est sur des tout petits chiffres, hein. Donc la valeur statistique de tout ça est quand même assez discutable, mais il y a une tendance qui, à mon avis, est correcte, avec une survie sans transplantation qui paraît plus élevée chez les patients mélodiques, chez les patients mécaniques. Et par contre, un nombre de réinterventions, y compris KT, qui est plus élevé chez les mélodies, ce qui tout ça semble logique, sans que cela soit significatif sur l'ensemble de la série. Alors ça sort un peu, si on s'intéresse au moins de 1 an,
sur la transplantation. C'est la même tendance que précédemment. Plus de transplantation chez les patients implantés de valves mécaniques que chez les mélodies. Là, c'est significatif. Mais enfin, on est sur des tellement petits chiffres, donc il suffit d'un pour atteindre ou pas le seuil. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on perçoit intuitivement, c'est-à-dire que effectivement, la mélodie semble pouvoir les amener un petit peu plus loin au prix de plus de réinterventions, mais essentiellement par cathé. Et c'est tout l'intérêt, et ce qui amène les auteurs effectivement à conclure, à mon sens, assez prudemment, que leur expérience préliminaire suggère que pour les patients de moins d'un an, l'implantation de ces mélodies est raisonnable en bridge à un futur remplacement valvulaire mécanique. À un âge supérieur, ou bien sûr, ça peut être réalisé dans des conditions de risque tout à fait différentes. Et donc, probablement que c'est l'attitude vers laquelle on s'orientera progressivement, mais bien sûr sur des cas de réintervention, pas en première intention. Il faudrait vraiment des cas extrêmement péjoratifs pour qu'on imagine de faire ça en première intention. Je pense que nulle part ça se proposera. Un petit rappel, un petit clin d'œil, puisqu'on parle d'actualité, un petit clin d'œil à l'histoire, pour vous rappeler que en 1967 a été proposée l'intervention dite de ROS 2, c'est-à-dire l'implantation d'une valve pulmonaire en position mitrale, autogreffe, à l'aide des artifices que vous voyez ici, c'est-à-dire inclus dans un conduit de péricarde qui peut grandir un petit peu avec une collerette dans l'oreillette droite. Et rappelons que cette technique du ROS 2, elle aussi, avait été concurrencée à l'époque, mais bon, c'est des trucs qui ne sont jamais vraiment émergés, tellement c'est rare et difficile et compliqué, et voilà, par l'implantation d'homogreffe, là aussi en position d'homogreffe aortique en position mitrale. Pour dire quand même que en 2018, Necker a publié un cas qui avait été fait plus de 10 ans plus tôt, à la fin des années, au milieu des années 2000-2010, avec un patient qui a survécu donc une bonne dizaine d'années, même un peu plus, avec un ROS 2, c'est-à-dire sa valve pulmonaire en position mitrale, avec, comme vous le voyez, un argument sur la croissance, puisqu'il a été passé de quelque chose comme 13-14 mm à près de 21 mm, avec un gradient qui, d'acceptable, était monté gentiment jusqu'à 14, et puis ils ont fini par réintervenir pour un remplacement. Mais dire qu'il y avait déjà à l'époque, et maintenant, et toujours, pourquoi pas une alternative à ces techniques, même si on ne se fait pas d'illusions, puisque à terme, l'idée, c'est quand même probablement d'arriver à un remplacement valvulaire mécanique chez ces mitrales jugées irréparables, puisque remplacées. Ça sera probablement par des prothèses sur stent, effectivement, qui offrent quand même cet avantage de pouvoir être dilaté et de ne pas avoir à gérer des anticoagulants chez un tout petit. Voilà. Est-ce que ça évoque des réflexions, des questions chez vous, ce chapitre? Eh bien, tant mieux, parce que midi s'approche et moi j'ai encore des consultes. Et un bloc. Conclusion de ça, donc prudence et toujours réparation, ça reste la règle absolue. Concept intéressant, permettant des dilatations. Patient évidemment grave et sélectionné, puis on verra bien ce que donneront les évolutions des matériels. Un petit mot sur le PK, le ex-graphe de PK Lab, c'est quoi? C'est un conduit de PTFE qui se veut dilatable. Alors, ils ont publié initialement, ils sont à Pittsburgh, les promoteurs de ce matériel, un premier papier qui était purement de biomatériaux, où on voit que les propriétés mécaniques de ce tissu, de ce PTFE, polytétrafluoroéthylène, c'est ce qui sert à faire le Gore-Tex de vos blousons, ce qui sert à faire aussi le revêtement anti-adhérentiel de vos poils à frire. C'est remarquable comme matière. Ça a été inventé à l'époque de la conquête spatiale. On utilise toujours, ça a probablement des effets bizarres sur notre santé un jour, mais on verra. Bref, un matériel remarquable qui est en fait une espèce de mousse avec des interstices, ce qui permet, selon les modes de fabrication, de le dilater. Donc, in vitro jusqu'à 2,5 fois. Alors, in vivo à demi, c'est sur des tissus, cousu sur des tissus, on garde les mêmes propriétés que effectivement in vitro complet.
Et puis, il y a eu quelques essais d'implantation animale avec là aussi un effet de la dilatation qui se maintenait. C'est pas 2,5% comme on peut le faire sur le banc, c'est plutôt 25 à 50% au mieux. Et puis en 2020, donc la première implantation chez l'homme de ce conduit, le cas rapporté, c'est celui d'un hypo-VG qui a donc eu un premier temps de Norwood Sano en utilisant ce conduit ex-graft entre le VD et la bifurcation pulmonaire en calibre 6 mm. Alors c'est effectivement prévu pour être dilaté, hein, il y a plein de repères radio-opaques dessus. Et l'histoire de ce petit patient se poursuit avec l'arrivée vers la DCPP, avec un gamin qui va pas très très bien. Donc vers 5 mois, il lui faut un KT avant la DCPP, en raison d'une saturation basse et puis d'un hypodébit pulmonaire avec un PK, un ex-graphe qui était évalué à moins de 6 mm de diamètre, une dilatation qui permet de retrouver un équilibre un peu plus satisfaisant avec 80% de SAT, et paraît-il un diamètre de 9 mm, si on le croit à l'angiographie, effectivement, ça a l'air de s'approcher de ça. Un résultat qui est resté stable pendant les 2 mois qui ont suivi, jusqu'à la réalisation de la DCPT, où l'explantation du conduit montrait effectivement un diamètre proche de 9 mm, donc ça a l'air de se laisser dilater un peu. Et du coup, c'est un peu intéressant, à tel point que on le voit apparaître un petit peu par-ci par-là dans d'autres situations. J'ai trouvé notamment un jour que je regardais ce qui se passait sur les phallos avec agénésie des valves pulmonaires, une attitude assez comment dirais-je, radicale de Boston, de l'équipe de Boston, où ils associaient régulièrement l'ensemble des gestes disponibles sur ces agénésies des valves, que ce soit donc bien sûr la fermeture de la CV lors de la correction, mais aussi la résection complète des artères pulmonaires à la bifurcation et leur reconstruction sous forme d'une manœuvre de Lecomte, c'est-à-dire en passant la bifurcation en avant de la aorte pour l'éloigner des bronches et en la reconstruisant avec un conduit de Gore-Tex. Le conduit de Gore-Tex qu'ils ont choisi, c'est le PK évidemment puisqu'il est dilatable. Donc bon. Ça me paraît un petit peu ambitieux. Ah. Pardon. Ambitieux, mais donc réalisé. Oh là, oui. Mais réalisé donc par l'équipe et cité. Voilà. Donc je ne sais pas ce que donnera le ex-graphe de PK dans les années à venir. Je pense qu'il est plutôt, honnêtement, à offrir une preuve de concept à une stratégie de matériaux qui seront maintenant malléables, modulables, ce qui est probablement l'intérêt de ça. Lui, il laissera probablement sa place à d'autres plus performants. Ce qu'il faut voir, c'est que pour le moment, il n'a pas été comparé au conduit de Gore-Tex actuel, hein, donc on ne sait même pas s'il est mieux ou moins bien en termes de perméabilité, tout simplement. Ils étudieraient des tubes valvés, bref, c'est pour le moment quelque chose qui démarre, mais je crois intéressant dans la perspective de réintervention par cathétérisme, comme nous le faisons régulièrement pour d'autres pathologies. Ça va? Allez, quelques mots pour parler d'un... C'est moi qui vais aller boire un verre. Pour parler de la valve pulmonaire des phallos avec la publication cette année de la série danoise. Donc ça, c'est intéressant. Le Danemark, vous savez probablement qu'ils ont une base de données nationale qui regroupe tous les malades de toutes les maladies ou presque. Et que donc, eux, ils sont capables de donner le résultat, l'évolution des phallos sur 30, 40 ans. Donc c'est toujours intéressant de regarder ça un petit peu. Donc c'est sorti cette année. François Roubertil va d'ailleurs à la thèse d'un des auteurs dans les jours qui viennent. Quel message retenir de cette série ? Le premier, c'est que l'évolution dans le temps fait clairement ressortir plusieurs tendances. La première, c'est la série initiale 77-91. On se rend compte que ces patients étaient opérés vers l'âge de presque 3 ans et que donc, il y avait plus d'un tiers des malades qui recevaient des shunts pour passer la petite enfance et être opéré, passer la période nourrisson et être opéré dans la petite enfance plutôt, pardon. Et avec, à l'époque,
un taux de conservation valvulaire qui était bien, parce qu'il y avait que, on va dire 40% de patchs transannulaires. La survie n'était à l'époque que de 70%. Alors évidemment, avec le tournant des années 90, la chirurgie néonatale, les progrès de la réanimation, la survie est passée dans les secondes R à 90%, mais malgré le rajeunissement de l'âge d'indication, qui était maintenant nettement inférieur à 1 an, mais avec une tendance à une moindre conservation valvulaire. Et on va voir que ça n'a fait que s'aggraver, puisque dans la dernière décennie, les patchs transannulaires au Danemark, c'est plus de la moitié. Voilà, donc des taux de conservation valvulaire qui sont en baisse. Un âge certes plus précoce, maintenant on est effectivement autour de 6 mois, comme partout je dirais, avec des survies de 95%. Et on se retrouve effectivement avec une maladie émergente qui est le falot dévalvé. D'où la remarque suivante au-dessous, avec des taux de revalvulation chez les patients dans les 10 ans suivant leur intervention qui étaient initialement des choses exceptionnelles et qui maintenant peuvent atteindre quasiment un quart des patients, donc avant l'adolescence. Parce qu'on se rend compte quand même que la dilatation du ventricule droit sur la fuite pulmonaire libre, c'est quand même pas bon. Et donc on va leur mettre des valves. Donc ça fera toujours les affaires de quelqu'un, vous me direz. Mais la question, c'est quand même qu'on sait, et si on n'était pas sûr depuis 2023, là, très récemment, on a la série multicentrique. Alors, il y a tout le monde, il y a Toronto, Brampton, il y a tout le monde. Pour dire que, ça y est, c'est démontré, l'intérêt de la revalvulation pulmonaire. Ça permet de réduire leur critère composite, qui est celui de la mort ou de TV soutenu, pas rien, significativement, à partir du moment où on est un falot dévalvé et dilaté. C'est-à-dire que l'avantage n'apparaît pas avant la dilatation. Donc on peut pas dire que qu'on ne sait pas. Donc effectivement, du coup, on va mettre des valves pulmonaires à tous ceux qui ont été dévalvés. Probablement. À partir du moment où ils seront un petit peu dilatés. Oui. Néanmoins, l'idée, c'est peut-être quand même d'essayer d'en conserver un peu plus. Et je ne résiste donc pas à l'envie de vous présenter cette technique de conservation valvulaire pulmonaire promue par votre serviteur, donc qui consiste essentiellement à aller libérer toute la partie antérieure de l'anneau pulmonaire. C'est vraiment le geste essentiel. Après, il y a une deuxième élément qui est important, c'est que comme on a libéré complètement de toute attache musculaire, on ne se retrouve pas avec un infundibulum circulaire ou même fendu qui arrive jusqu'à l'anneau, une structure musculaire immédiatement en amont de l'anneau pulmonaire qui à chaque systole va venir le contenir. Ok, on se retrouve avec quelque chose d'ouvert, maintenu par un patch volontairement sursizé, qui va permettre à chaque systole non pas de le contraindre, mais de tirer dessus. D'où l'intérêt de ce patch un peu particulier que vous allez revoir, qui est taillé en forme d'écusson, avec un bord droit surdimensionné pour aller directement inséré sur l'anneau pulmonaire et tirer dessus en systole, au lieu de laisser du muscle qui le contraint en systole. Ok, c'est le principe. Le reste, c'est plus de l'attention qui doit être portée à la commissurotomie, la faire de façon soigneuse, pour qu'elle soit un petit peu meilleure, qu'un coup de ballon. Donc voilà à quoi ça ressemble dans la réalité. Donc vous voyez que ici on procède à une infundibulotomie. Et oui, non, c'est pas criminel. Que par cette infundibulotomie, on peut fermer la CIV, mais il n'y a pas de honte à la fermer par l'oreillette. Au contraire, moi je la ferme assez régulièrement par l'oreillette aussi. Le vrai geste ici, c'est ça, c'est la libération antérieure de l'anneau pulmonaire. Donc là, on va laisser aucun muscle. Vous voyez qu'ici, on a passé ce qu'on appelle un crochet carré, un petit rétracteur sous le feuillet valvulaire pulmonaire. Et on va les libérer. Là, on a trouvé le plan, c'est blanc. Décrocher tout ce qui est du muscle sur toute la partie antérieure de l'anneau. Ici, vers la droite. Et après, vers la gauche. Donc à gauche, il faut faire attention de ne pas aller trop loin parce que derrière, là, il y a l'IVA. Donc un petit centimètre en règle qui est là. Parfois c'est 8 mm, donc il faut faire un petit peu attention. Et donc on aboutit à cette incision dite en T, avec un bord horizontal c'est l'anneau et un bord vertical c'est l'infundibulotomie.
Et là, donc, alors soit toujours arrêter sous cardioplégie, soit une fois qu'on a fermé la civile, on peut aussi déclamper et faire à cœur battant. On va aller insérer ce patch en forme d'écusson, donc avec un bord droit qui est surdimensionné d'un tiers environ, pour aller tirer sur cet anneau à chaque système. L'idée, c'est de faire le patch quand même le plus petit possible. Les règles restent les mêmes, on n'a pas besoin. Et de faire attention à la préservation coronaire. Vous voyez, cette branche, on se tient à distance, même si c'est quelques millimètres. Il faut, avec un bon résultat hémodynamique et des pressions ventriculaires droites qui sont basses. Ça, c'était un cas pour bien montrer qu'il était un petit peu plus grand. Vous avez compris que c'était un malade d'importation. Ici, c'est un vrai nourrisson. Un petit nourrisson de 3-4 mois, ça passe. Avec attention à la préservation coronaire, c'est quand même très important aussi. Alors l'intérêt de ça, c'est quand même d'essayer de garder le maximum de valves pulmonaires et les résultats sont assez encourageants puisque vous voyez que sur la série initiale de 67 malades qui avaient 8,3 mois parce qu'il y avait quelques malades des chaînes humanitaires et un poids de 7,6, on a fait des moins de 5 kilos, on avait un taux de conservation valvulaire qui approchait les 90%. Donc si on se force, voilà, c'est pas moins de 50% comme la tendance actuelle. Je veux dire, je vais en parler. Donc, on peut arriver à conserver des valves pulmonaires, pas toutes. Il y a quand même 7 procédures qui ont été faites en entier où le gradient à la fin de l'intervention restait important à 2 tiers. Auquel cas, on reprend la CEC, on n'a pas besoin de reclamper et on fend l'anneau pulmonaire en dévalve, on met un patch transannulaire. Les résultats montrés dans les interventions et conservation des taux de fuite, de niveau tout à fait raisonnable, plutôt bas grade. Bien sûr, les patchs transannulaires avaient des fuites majeures. Et quant au gradient, on avait des résultats qui se stabilisaient entre 2 mètres et 2 mètres 50, de 2,4 pour la moyenne. Alors, vous voyez que les patchs transannulaires n'étaient pas tout à fait exempts non plus de gradient, comme vous l'avez vu aussi déjà dans votre expérience. Donc, ça a plein d'intérêts, notamment de garder cette valve pulmonaire. Il faut faire attention à la préservation coronaire. C'est à la commissurotomie, il y a beaucoup de soins. Et il y a en plus un principe, à mon avis, dans la physiologie ou physiopathologie, elle n'est pas encore tout à fait démontrée, mais on y travaille. C'est cette idée de vraiment libérer l'anneau pulmonaire et de ne pas le contraindre, mais au contraire de tirer dessus à chaque cycle cardiaque. Puis c'est relativement simple et facile à enseigner, donc je pense qu'en fait, il faut diffuser la technique, raison pour laquelle elle est accessible sur Internet, c'est libre d'accès, où qu'on soit dans le monde. Alors, est-ce qu'on a raison de faire ça ? Pas forcément, je ne sais pas. C'est l'avenir, encore une fois, qui le dira. On peut s'échiner à garder des valves pulmonaires, qui nous dit que ça ne sera pas mieux, effectivement, d'avoir un bon stent mélodie à 12 ans et une endocardite et tout ça. C'est peut-être mieux, je sais pas. Après, il faut croire quand même à ce qu'on fait. Et je crois que notre but à tous chirurgiens, c'est de réparer au mieux. Donc, en conservant le maximum de valves pulmonaires. Il faut malheureusement pas se satisfaire des techniques qui existent, qui sont hyper utiles de revalvulation pulmonaire percutanée, mais qui sont pas des réparations. Il faut pas le perdre de vue. Est-ce que peut-être ce chapitre appelle chez vous quelques commentaires, questions, interrogations? Mademoiselle? Excusez-moi. Je crois que c'est tous. Je crois qu'il faut essayer chez tout le monde. Il faut aller voir la valve pulmonaire avec l'idée qu'on va la garder. Voilà, pour être très clair. Après, très honnêtement, sur ces 3-4 ans, j'ai dit on part tous, on essaye vraiment de la faire à tous. Quitte à reprendre 20 minutes d'assistance pour dévalver. Je ne pense pas avoir été très, très méchant. Alors après, moi, ça m'est arrivé après cette série de dire là vraiment, on est vraiment trop juste, on va pas y arriver. Alors, des valves unicuspides ou l'anneau après commissurotomie, c'est-à-dire vraiment quand on pas l'orifice qui s'ouvre. Ça, souvent, ça fait 4-5. L'anneau, souvent, il fait 7 chez un nourrisson. 7 au lieu de 8, on le libère bien, on va le garder. Voilà, donc ça tient compte de si c'est unicuspide, quand même un minimum la taille de l'anneau. Si on est sur une abso qui dit pas son nom, ça va être compliqué, donc il y en a quand même.
Et la consistance des feuillets aussi. 3 éléments, parce qu'on a des fois des trucs très épais où ah ouais, ça sert à rien de faire une commission autonomie, c'est des blocs. En fait, c'est vraiment ce où on peut pas, c'est les formes qui confinent aux absos bonnes formes. Type 1 avec un micro-passage ou voilà. Ça existe aussi. Après, très honnêtement, il y a quand même quelque chose qui est révélateur dans l'expérience danoise, hein, qui est la vraie vie, hein, c'est du registre. C'est que plus on les opère tôt, plus ça va être difficile de conserver une base, clairement. Et ça, j'en profite parce qu'il y a des tas de futurs cardiopédiatres, de gens qui vont faire cette activité. Il faut parfois serrer un peu les fesses. C'est rendre service à votre malade. S'il ne fait pas vraiment des malaises, qu'il n'est pas si cyanosé que ça, qu'il a une large CIA et qu'il ne peut pas mourir, ça vaut parfois le coup de serrer un peu les fesses et de tenir au-delà de 6 mois plutôt que de nous l'amener au bloc à 3 mois. Mais voilà. Après, j'ai fait ça à 3 mois au moins le mois dernier, j'en ai fait 2. C'est passé, mais on se dit, c'est petit à chaque fois. Il faut comprendre que la marge qu'on va prendre, c'est-à-dire moins 1 millimètre par exemple, c'est pas la même à 3 mois qu'à 7 mois. Ok, donc c'est pour vous encourager à ne pas céder à la facilité. Ouais, opère-le. Ça sera fait. De toute façon, vous êtes super bon, tout se passe bien. Ouais. Il y a quand même quelque chose de révélateur de tout ça. Ok, on finit parce qu'après les avoir dévalvés, il faut bien leur mettre un substitut valvulaire. On va dire, de toute façon, ça va évoluer, on va avoir des super substituts qui vont durer toute la vie. On n'y est pas tout à fait. Je vous ai mis deux revues, une dans Nature et une dans un journal qui est plus de biomatériaux. Voilà, donc ça c'est un petit rappel historique pour vous dire que les valves, ça commence avec la mécanique assez sommaire, mais qui a sauvé bien des vies de Star Edwards, hein, avec la balle dans la cage, comme le tuba de son neveu probablement. Que l'évolution des mécaniques se fait vers la monodisque type Björk-Scheile. Il peut arriver encore d'en croiser quelques-uns, mais de moins en moins, bien évidemment. Et après, vous n'avez plus quasiment que des doubles ailettes, alors de générations différentes, de profils plus ou moins haut, plus ou moins bas. Ok, très bien. Et puis, le grand pas, ça a été les bioprothèses, avec initialement des xénogreffes porcines chez Medtronic, qui continuent à faire ça. La mosaïque, ça reste une xénogreffe de valves, de vrais cochons, décellularisés. Et l'autre évolution fondamentale a été l'utilisation du péricarde et son traitement de décellularisation à base initialement de glutaraldéhyde. Donc tout le monde travaille sur des nouveaux traitements pour diminuer effectivement les récepteurs en surface qui vont faire les réactions inflammatoires et la calcification. Sans avoir pour le moment quand même trouvé quelque chose qui, dont la durabilité soit clairement au-delà de 20 ans. C'est pas le cas. Évidemment, ce sont tous ces substituts qu'on retrouve après greffés sur des stents, avec quand même pour la mélodie l'utilisation de ce qu'on connaît nous en pédiatrie sur les conduits comptés Graven Pro, vers la veine jugulaire bovine. Pour le reste, c'est soit du péricarde, soit des xénogreffes porcines, pour vraiment résumer le marché. Alors, dans Nature, ils font un petit effort pour nous expliquer donc comment il faut faire pour arriver à faire une prothèse parfaitement compatible et dont la durabilité soit éternelle. Il faut d'abord commencer par comprendre l'anatomie, puis la physiologie, avec maintenant des outils qui permettent de faire ça. C'est très bien. On a progressé sur la compréhension du fonctionnement, notamment de la valve aortique. Avec des outils qui après nous permettent de comprendre quelles sont même les contraintes en dynamique sur la valve aortique et donc sur l'usure et la dégénérescence des feuillets. Au-delà, il nous explique aussi comment, à partir donc de ces éléments anatomiques puis physiologiques, comment concevoir in silico, c'est-à-dire en virtuel encore le modèle, puis comment le construire, puis l'implanter dans le vivant,
expérimentation animale, et puis après l'implanter dans l'homme, et dans le vivant et dans l'homme. Comment orienter? Qu'est-ce qu'il faudrait pour orienter vers une bonne réponse, adaptative response, où le tissu s'intègre, où des cellules viennent coloniser, où tout se passe bien, par rapport à une mauvaise évolution, où là, c'est les phénomènes d'inflammation, de fibrose, de calcification qui vont prendre le dessus. Parfait, il n'y a plus qu'à. Donc la conception, c'est vrai qu'on a beaucoup progressé, on comprend quand même mieux comment c'est fait encore une valve aortique. Vous avez remarqué qu'on parle souvent de la valve aortique, comme par hasard. C'est vraiment plus intéressant que les autres, à bien des égards. Mais c'est vrai que le modèle est aussi un peu plus simple, donc on peut le comprendre. Et il n'y a pas que de l'aortique, il y a aussi de la mitrale, et puis des valves droites aussi de temps en temps. Donc on comprend mieux effectivement comment elles sont faites, l'anatomie, et aussi quelles contraintes s'exercent sur ces feuillets. Donc avec tout ça, on construit des valves qui quand même ressemblent fortement à ce que fait la nature. Pour ça, en gros, il y a deux techniques de production. Il y a l'électrospinning, donc c'est ce que vous voyez là, et une électrode où on va émettre le composant, on va dire. On va voir que ça peut être plein de choses. Et puis une électrode qui va recevoir, qui va collecter ce produit, donc qui a une forme déjà préétablie, qui va permettre de construire ainsi une bioprothèse. Les autres techniques de construction, c'est plus proche de l'impression 3D, avec dans les deux cas la possibilité d'amener du substrat, mais aussi éventuellement des cellules. Des cellules idéalement autologues cultivées, mais pas forcément toujours. Et donc dans la conception de ces valves, il y a là la technique ancienne, c'est-à-dire on prend carrément la xénogreffe, la valve de cochon ou de ce qu'on veut, on la décellularise et puis ça fait le substrat en fait qu'on espère recoloniser. Donc ça c'est ce qui se fait toujours. C'est comme le bourgeois gentilhomme, on faisait de la prose sans le savoir, on faisait déjà de l'ingénierie tissulaire sans le savoir en espérant que ça recolonise. Enfin ça recolonise malheureusement souvent avec plus du calcium et de l'inflammation qu'autre chose, mais voilà, ça recolonise. Alors donc il y a d'autres techniques pour essayer de coloniser avec des cellules autologues. Ou de cultiver le tissu directement et d'ensemencer au moment de sa construction, soit après, soit pendant. Bon, bref, les choses se corsent quand on arrive à l'implantation in vivo. Évidemment, tous ces matériels finalement font pas beaucoup mieux que ce qu'on utilise depuis maintenant plus de 40 ans. En gros, dans les substituts, pour le moment, le seul qui a un peu de crédibilité, c'est les polyuréthanes. Vous aurez remarqué que c'est les valves qui sont dans le Berlinart, c'est du PU. Donc effectivement, ça tient un petit peu. Ça tient un petit peu, mais c'est pas non plus la panacée. On va voir qu'il y a eu quelques implantations cliniques, et oui quand même. C'est pas quand même demain que ça va remplacer le péricarde. Alors même si effectivement, comme toujours dans les papiers, regardez à 20 semaines, c'est beaucoup mieux ma valve en PU que ma valve en péricarde ou que ma valve en xénogreffe porcine, qui calcifie, machin. Pareil, ma valve en Gore-Tex cette fois, donc en PTFE, remarquable matériau. Néanmoins, l'évolution vers la calcification, vers la dysfonction structurelle, c'est-à-dire la rupture ou la sténose, montre que malheureusement, on est loin, loin, loin du compte. Malgré ça, il y a eu quelques essais cliniques. Vous voyez que essentiellement ici, c'est des xénogreffes porcines qui ont été traitées d'une façon ou d'une autre. Donc on est toujours sur un concept qui remonte à 1967, c'est ça. Mais bon, on essaye d'autres traitements, d'autres décellularisations, machin, avec des résultats qui pour le moment sont pas quand même. On n'a pas transformé les choses. Et puis quelques implantations de polymères, c'est essentiellement des polyuréthanes, sachant que dedans il y a toujours une modification d'une extrémité de la molécule ou d'un truc, c'est jamais tout à fait le même. Malgré ça, on reste sur ces quelques implantations qui ont pu être autorisées, en tout cas je l'espère, à des résultats relativement décevants. Donc je vous dirais que pour le moment, le meilleur substitut qu'on a à une valve, c'est encore d'essayer de garder sa valve, de la réparer ou de la... Ok. Voilà pour le message, en disant que les avancées, c'est de rester sur les fondamentaux pour ce qui est de la conservation valvulaire.